Dérouler le tapis rouge avec vraiment tous les honneurs de la République pour un invité de marque, mais Ouais, en même temps, le traîner devant la justice internationale et exiger qu'il s'explique sur la détention de 18 citoyens qualifiés d'otages. c'est complètement paradoxal, on est bien d'accord. Mais totalement. C'est un scénario qui semble tout droit sorti d'un thriller géopolitique, quoi. Ah bah c'est sûr que ça change des simples matchs de foot. C'est clair. Pourtant, c'est très exactement la situation d'aujourd'hui, ce mercredi 8 avril 2026, à Dakar. Et c'est un dossier vraiment brûlant. Absolument. Les sources qu'on examine aujourd'hui, elles proviennent d'un rapport très détaillé du média sportif sénégalais Wisport. Et on va se concentrer sur la visite au Sénégal de Patrice Motsepe. Le président de la Confédération africaine de football, donc la CAF, C'est ça. Et la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de dépasser le programme officiel Super Poli pour comprendre la mécanique interne de tout ça. parce qu'au fond, c'est une véritable crise diplomatique à plusieurs niveaux. Exactement. Et je suis ravi d'explorer ça avec toi aujourd'hui parce que le contraste entre la forme et le fond est juste saisissant. Bah, merci de m'avoir invité. Et oui, tu as complètement raison. Quand tu regardes les communiqués officiels publiés par la Fédération sénégalaise de football, tout a l'air normal, quoi. C'est ça, ils mettent en avant des trucs super classiques. Ouais, des séquences institutionnelles, des visites d'infrastructures, le protocole habituel, tu vois. Ouais. Mais l'analyse de l'agenda, si on regarde bien, révèle une anomalie majeure. Ah. Laquelle? Eh bien, le compte d'orgue de cette journée, c'est pas une simple réunion technique au siège de la Fédération. Non, ça aurait été trop simple. Voilà. C'est carrément une audience au Palais de la République avec le chef de l'État en personne, Bassirou Diomaye Faye. Attends, ça soulève tout de suite une question énorme, ça. Je t'écoute. Historiquement, les instances mondiales du football, comme la FIFA et par extension la CAF, elles imposent une règle hyper stricte, non pas? Absolument, la fameuse règle sur l'ingérence politique. Voilà. L'ingérence politique dans les affaires des fédérations nationales est totalement proscrite. Normalement, c'est sous peine de suspension immédiate du pays. C'est exact. Or, là, on a le plus haut sommet de l'État sénégalais qui prend directement les rênes pour recevoir le patron de la CAF. La Fédération sénégalaise de football, elle semble carrément reléguée au rang de simple secrétariat administratif, quoi. C'est un peu l'impression que ça donne, oui. Du coup, comment cette rencontre présidentielle ne déclenche-t-elle pas toutes les alarmes de l'ingérence politique à la FIFA? Bah, en fait, c'est une excellente question, mais il y a une différence fondamentale entre l'ingérence opérationnelle et la diplomatie d'État appliquée au sport. C'est-à-dire? Si le président de la République, par exemple, nommait lui-même le sélectionneur national ou s'il dictait le calendrier du championnat local, Là, ça coincerait. là, oui, la CAF et la FIFA interviendraient avec des sanctions directes pour ingérence. Mais la dynamique ici, elle est complètement inversée. Ah d'accord, donc l'État ne se mêle pas du terrain. Voilà, l'État sénégalais ne s'immisce pas dans le football sportif pur. En fait, il utilise le football comme un espace de résolution de conflits nationaux. C'est un pur levier de soft power. Ok, je vois. Il ne faut pas oublier que le gouvernement sénégalais est le principal bailleur de fonds du football local. C'est l'État qui finance les stades, les infrastructures. Ouais, c'est eux qui sortent le chiquet, quoi. Exactement, c'est eux qui sécurisent le budget de l'équipe nationale et qui indirectement garantissent la présence internationale du pays. Donc, quand les enjeux deviennent trop lourds pour une simple fédération associative. Bah, le voile de l'indépendance sportive se lève un peu et le véritable patron, donc l'État, prend le relais pour discuter entre égaux avec la CAF. C'est fascinant. Donc la fédération sénégalaise prépare le terrain, elle fait la déco, mais les vraies décisions se prennent au niveau présidentiel. Ouais, parce que les dossiers dépassent très largement le cadre d'un ballon qui roule sur une pelouse, pour le coup. Et d'ailleurs, le premier de ces dossiers lourds justifie amplement l'intervention de l'État, si on en croit les sources de Wisport. Tout à fait, on parle d'une bataille juridique de très haut niveau, là. Ouais, le rapport indique que le Sénégal a récemment déposé un recours au tribunal arbitral du sport, le FAMOTAS. C'est ça, contre une décision rendue par le jury d'appel de la CAF elle-même. Moi, je trouve la situation complètement ubuesque. C'est vrai que c'est un grand écart. Mais carrément, hein. Le Sénégal accueille le président de la CAF en grande pompe, petit four et tout ça, au moment même où ses propres avocats contestent l'autorité de cette même institution devant la plus haute cour de justice sportive du monde. C'est le paradoxe de la diplomatie moderne. Mais comment ça fonctionne, cette mécanique juridique en fait? Pourquoi le Sénégal ressent le besoin d'aller jusqu'en Suisse, à Lausanne, pour régler un différend avec la Confédération africaine? Alors, pour comprendre cette démarche, il faut vraiment examiner l'architecture de la justice sportive en elle-même. Vas-y, je t'écoute. La CAF possède ses propres instances juridictionnelles. En gros, elle a une commission de discipline et un jury d'appel. Ok, donc,
Une justice interne. Voilà. Et en théorie, ces organes tranchent les litiges internes. Le problème, c'est que ces commissions sont souvent perçues, à tort ou à raison d'ailleurs, hein. Ouais, on ne prend pas parti là-dessus. Exactement. Mais elles sont perçues comme étant poreuses aux influences politiques internes de la Confédération. Un peu jugé parti, quoi. C'est exactement l'idée. Donc, en portant l'affaire devant le tribunal arbitral du sport, le Sénégal active ce qu'on appelle une clause d'arbitrage externe. D'accord? Le TAS, c'est une entité indépendante basée en Suisse. Il ne fonctionne pas du tout selon les règles de la diplomatie interne de la CAF. Donc c'est beaucoup plus neutre. Voilà, il fonctionne selon les principes stricts du droit suisse et de l'arbitrage international. C'est une vraie cour de justice. Mais attends, porter une affaire devant le TAS, c'est pas juste envoyer un mail avec un formulaire PDF? Si? Ah non, pas du tout. C'est une procédure extrêmement lourde et complexe. C'est bien ce qui me semblait. Il faut payer des frais de greffe, engager des avocats spécialisés en droit du sport, et j'imagine qu'ils facturent des honoraires très élevés. Oh que oui. Et il faut aussi nommer des arbitres, préparer des dossiers blindés. Donc une simple fédération nationale, elle n'a pas nécessairement les reins financiers pour mener une bataille qui peut durer des mois, voire des années. C'est clair, les budgets sont souvent limités. Et ça nous ramène à notre point précédent sur l'implication de l'État, j'imagine. Sans l'État, pas d'argent pour le TAS. Bah, c'est le nerf de la guerre. Une procédure au TAS nécessite des ressources considérables. Ouais, Le fait que le Sénégal engage cette démarche démontre que la décision initiale de la CAF est vraiment considérée comme une atteinte inacceptable aux intérêts du pays. ça rigole plus là. Non, ce n'est plus un simple désaccord sur un point de règlement sportif. C'est devenu un véritable litige institutionnel. Et le message envoyé à Motsepe, il est assez brutal du coup. C'est un désaveu procédural frontal. Le gouvernement, en soutenant cette action financièrement et politiquement, dit clairement à Patrice Motsepe, écoutez, nous ne reconnaissons pas la légitimité de votre justice interne sur ce dossier précis. Waouh. Et on est prêt à mobiliser nos ressources étatiques pour vous affronter sur un terrain neutre. C'est fort comme message. C'est même hyper agressif juridiquement parlant. Mais du coup, ce qui m'intrigue dans cette confrontation, c'est la gestion de la façade diplomatique. Ah bah, c'est tout l'art de la diplomatie, oui. Parce que d'un côté, on conteste violemment une décision devant un panel d'arbitres internationaux, mais de l'autre, on continue de se serrer la main et de boire le thé au palais présidentiel avec des grands sourires. C'est ça. Est-ce que le but de cette rencontre aujourd'hui, c'est pas, en sous-main, de trouver un accord à l'amiable pour retirer la plainte au TAS? C'est très probablement le cas. Tu sais, le retrait d'une plainte est toujours une option possible dans un arbitrage. Tant que les deux parties y trouvent leur compte, j'imagine. Exactement. Et l'audience avec le président Bassirou Diomaye Faye, elle sert très précisément à évaluer cette marge de manœuvre. D'accord. Patrice Motsepe, il sait pertinemment qu'une condamnation de la CAF par le TAS créerait un précédent jurisprudentiel très fâcheux pour lui. Ah ça remettrait en cause toute l'autorité de ses propres commissions. Voilà. Et de son côté, le Sénégal sait aussi qu'une victoire au TAS n'est jamais garantie à 100%. Et surtout, une procédure longue fiche complètement les relations institutionnelles. Donc personne n'a vraiment intérêt à aller jusqu'au bout du procès si une alternative existe. C'est ça. L'objectif de la rencontre de ce mercredi, c'est de jauger si une solution politique peut primer sur la voie légale. C'est de la négociation bilatérale ultra classique en fait. Oui, on utilise la pression juridique comme un levier pour forcer une concession diplomatique. Sauf que là, la pression juridique c'est une chose, mais la source de Wisport mentionne un deuxième dossier au menu de cette visite. Et là, on change de dimension. Complètement. Ce dossier change absolument toute la tonalité de notre analyse. On ne parle plus de jurisprudence sportive ou de frais d'avocat suisse. Non, là, on entre dans le domaine de l'intégrité physique et de la diplomatie consulaire pure et dure. Le rapport indique que la visite de Motsepe doit obligatoirement, je dis bien obligatoirement, aborder le cas de 18 supporters sénégalais retenus au Maroc. Des supporters qui sont depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN ? Exactement. Et le terme précis utilisé par la presse sénégalaise, ce n'est pas détention ou blocage administratif. Non, le terme utilisé est prise en otage. C'est hyper lourd comme mot. Ah oui, l'utilisation de ce lexique spécifique révèle vraiment la gravité perçue de l'événement par l'opinion publique sénégalaise. On ne parle pas de ça à la légère. Justement, penchons-nous sur la mécanique de cette situation, parce que c'est dingue. La CAN, elle s'est terminée il y a plusieurs semaines déjà. Oui. Ces supporters, ils ont fait le déplacement de base pour soutenir leur équipe, faire la fête. Comment on passe d'un événement festif, géré par la CAF, à une situation où des citoyens sont coincés dans le pays hôte? C'est une bascule terrible. Et coincés au point que la presse locale parle de prise en otage. Quelle est la responsabilité réelle de la Confédération africaine dans une affaire qui, sur le papier en tout cas, semble relever de la police et de la justice souveraine du Maroc? C'est là que le droit du sport rejoint le droit international.
La clé de cette situation, elle réside dans un document très précis qu'on appelle l'accord de pays hôte. Le fameux Host Country Agreement. Voilà. Lorsqu'un pays, donc ici en l'occurrence le Maroc, accepte d'organiser une compétition majeure comme la CAN, il ne se contente pas de prêter ses stades. Il signe un contrat. Il signe un contrat exhaustif, un pavé avec la CAF. Et ce document ne règle pas seulement les aspects sportifs ou commerciaux des droits télé. Ça englobe la sécurité des gens, j'imagine? Exactement. Il impose aux pays hôtes des garanties strictes en matière de sécurité, de liberté de circulation et de protection de tous les participants. Et quand on dit participants, ça inclut le public. Tout à fait. Ça inclut les délégations officielles, les joueurs, les journalistes, mais aussi les supporters détenteurs de billets officiels. Ok, je vois le tableau. Pendant toute la durée du tournoi, la CAF délègue évidemment la gestion opérationnelle de la sécurité aux autorités locales. C'est la police marocaine qui gère la rue. Oui, normal. Mais l'événement reste sous la juridiction morale et contractuelle de la CAF. Donc, si je comprends bien la logique juridique derrière tout ça, la CAF ne peut pas simplement se laver les mains en disant « Bon, le tournoi est fini, débrouillez-vous avec la justice du pays hôte, c'est plus notre problème ». Ah bah non, c'est précisément le piège. Si des supporters se retrouvent empêchés de quitter le territoire en raison de litiges qui sont liés à leur présence lors de la compétition, la CAF est obligatoirement impliquée. C'est fou ça. La difficulté majeure pour Patrice Motsepe aujourd'hui, c'est qu'il navigue entre deux souverainetés absolues. Un vrai champ de mine. D'un côté, il ne peut évidemment pas s'immiscer dans le système pénal ou administratif marocain, la CAF n'est pas un État. Non, bien sûr, si les autorités marocaines retiennent ces individus, c'est selon leur propre cadre légal, potentiellement pour des questions d'ordre public, des infractions présumées. On n'a pas tous les détails. Exact. Mais d'un autre côté, et c'est ça que rappelle le Sénégal, ces individus étaient au Maroc sur l'invitation implicite de la CAF, dans le cadre de son événement phare. Ça explique l'immense tension qui entoure le point de presse prévu à la fin de la visite de Motsepe à Dakar, en fait. Il est vraiment attendu au tournant. La pression sur lui va être monumentale. J'essaie de me mettre à la place de ses conseillers en communication. La tâche me paraît juste impossible. C'est un exercice d'équilibriste. Bah oui, s'il déclare publiquement et fermement que la CAF exige la libération immédiate des supporters, il s'aligne direct le Maroc. Ce qui serait catastrophique pour la CAF. Bah oui, le Maroc, c'est un partenaire géopolitique et financier central pour la CAF. C'est un pays qui accueille de très nombreuses compétitions, qui dispose d'infrastructures indispensables au football africain. Il peut pas se les mettre à dos. Non, il ne peut pas se le permettre. Mais de l'autre côté, s'il botte en touche en affirmant, je sais pas, que c'est une affaire de diplomatie purement bilatérale entre Rabat et Dakar, Alors là, il confirme indirectement le terme de prise en otage aux yeux des Sénégalais. et ça donne l'impression que la CAF abandonne ceux qui font vivre son sport, les supporters. Exactement. La marge d'erreur lors de ce point de presse est littéralement nue. Zéro. Le Sénégal, au plus haut niveau de l'État, avec Bassirou Diomaye Faye, a consciemment intégré ce dossier dans l'agenda public de la visite. C'est pas un hasard s'ils l'ont mis là. Pas du tout. Ça signifie que le président va exiger de la CAF qu'elle active ses propres leviers diplomatiques, souvent officieux, auprès des autorités marocaines. Ah, parce que la diplomatie sportive a des leviers que la diplomatie d'État n'a pas. Tout à fait. La diplomatie sportive possède des canaux très efficaces. La CAF peut faire valoir au Maroc que le maintien de cette situation entache l'image globale de la compétition. Ouais, ça fait mauvaise presse pour les futurs tournois. Exactement. Ça touche à la réputation